En 100 jours seulement, un pays longtemps décrit comme l'un des plus pauvres du monde a construit davantage d'écoles que plusieurs programmes d'aide internationale réunis. Alors que les grandes puissances débattaient de modèles abstraits, le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, avançait avec une vitesse déroutante, transformant un objectif jugé irréalisable en résultat visible sur le terrain. Cette cadence soulève une question simple mais incontournable. Comment un État sans dette extérieure a-t-il accompli ce que d'autres considèrent encore comme impossible? Et si ce rythme inattendu annonçait une manière nouvelle de construire l'avenir? Ce récit promet de dévoiler non seulement comment un pays a bâti 100 écoles en 100 jours, mais surtout pourquoi cet exploit redéfinit la manière dont on mesure le progrès dans les nations du Sud. La véritable promesse est simple, comprendre en une dizaine de mots comment un projet présenté comme audacieux peut devenir un levier durable pour l'éducation et la souveraineté collective. Au-delà de l'admiration ou des slogans, ce qui est en jeu ici, c'est la preuve concrète qu'un État peut transformer ses limites structurelles en méthode d'action et ses contraintes financières en moteur d'inventivité. Chaque étape, du premier bloc de béton aux salles de classe éclairées à l'énergie solaire, montre qu'un changement de rythme peut aussi devenir un changement de trajectoire. Et si la véritable rupture n'était pas la vitesse, mais ce qu'elle révèle sur ce que l'on croyait impossible jusque-là. Le premier révélateur tient en une image simple. Dès les 10 premiers jours, 35 fondations étaient déjà posées dans plusieurs localités rurales, signalant qu'un calendrier jugé irréaliste venait de basculer dans le concret. Le second révélateur apparaît dans un détail technique. La méthode modulaire permettait d'assembler une salle de classe en moins de 5 jours, un rythme que peu d'observateurs extérieurs avaient anticipé. À partir de là, la trajectoire devient plus lisible car elle repose sur des étapes clairement documentées dans le récit. Un objectif annoncé publiquement le 1er juillet 2021, une mobilisation immédiate d'enseignants, de soldats et d'ingénieurs, puis une montée en cadence qui transforme un défi logistique en rituel quotidien. Le rôle d'Ibrahim Traoré se manifeste dans cette articulation entre volonté politique et organisation pratique. Il ne présente pas un rêve abstrait, il fixe une échéance mesurable, créant un cadre où chaque équipe sait précisément ce qu'elle apporte à l'ensemble. Le contexte initial était pourtant loin d'être favorable. Des zones marquées par la pauvreté, des chantiers qui auparavant pouvaient durer jusqu'à 6 mois, et un scepticisme répandu quant à la capacité de bâtir sur un rythme soutenu. Ce qui change, selon le récit, n'est pas un afflux de ressources extérieures, mais une méthode combinant préfabrication, rotation des équipes et présence de l'État sur des territoires souvent délaissés. À la 40e journée, les premières images publiques confirment la progression. Des rangées de salles de classe alimentées par le solaire remplacent des espaces autrefois abandonnés et l'enthousiasme se propage rapidement des enseignants jusqu'aux familles revenues près des sites. À mesure que les structures sortent de terre, une dynamique inattendue se forme. Les habitants participent, les enfants observent les travaux en espérant leur tour et les médias régionaux commentent ce qu'ils perçoivent comme la reconstruction progressive d'une identité. Ce mini-révélation n'est donc pas seulement dans les chiffres ou la vitesse, il est dans la manière dont un projet éducatif devient un vecteur de cohésion dans un pays encore traversé par des tensions. Au cœur de cette progression accélérée, 2 figures collectives émergent comme guides implicites du récit, les ingénieurs militaires et les enseignants qui, dès les premiers jours, ont incarné la logique d'un pays décidé à bâtir sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Les ingénieurs responsables de la mise au point de la technologie modulaire en béton préfabriqué ont montré comment un procédé simple, stable et reproductible pouvait transformer la construction scolaire en chaîne d'assemblage efficace. Leur rôle n'était pas héroïsé dans le récit, mais il apparaissait comme le pivot technique permettant à chaque site de passer de l'idée au bâtiment fonctionnel en quelques jours. Les enseignants, eux, représentaient la dimension humaine de cette dynamique. Avant même le recrutement officiel, certains se portaient volontaires, convaincus que l'ouverture d'une nouvelle salle de classe valait davantage qu'une déclaration politique. Leur présence sur les sites
Observant l'avancement ou dialoguant avec les familles, donner au projet une respiration sociale indispensable. L'impact s'est fait sentir très tôt. Des familles déplacées par l'insécurité sont revenues autour des chantiers, motivées non par une promesse lointaine, mais par la matérialité visible des structures en construction. Les enfants, suivant les charpentes qui se dressaient chaque semaine, semblaient tracer mentalement leur propre passage vers ces futures salles éclairées au solaire. Dans ce mouvement, chaque cas observé dans la narration illustre une idée simple. La construction physique d'une école devient immédiatement un point d'ancrage pour reconstruire la vie quotidienne. La leçon implicite qui se dégage est brève. Lorsque la confiance revient, tout avance plus vite. Avant que le projet ne commence, chaque construction d'école pouvait s'étirer sur 6 mois, souvent ralentie par les procédures, l'insécurité ou l'attente de financements extérieurs. Après l'annonce publique, le rythme bascule. En quelques jours, les premières fondations apparaissent et la logique du chantier change de nature. Ce passage du lent et dispersé au continu et compressé constitue le fil directeur de la séquence racontée dans le texte et c'est lui qui permet de suivre l'évolution du pays pas à pas. L'événement déclencheur est clair, le 1er juillet 2021 à Ouagadougou, Ibrahim Traoré fixe un objectif mesurable, 100 écoles en 100 jours, sans recourir à des prêts externes. À partir de là, la ligne temporelle se tend car chaque équipe sait que le compteur tourne. 10 jours plus tard, 35 fondations sont déjà posées à Kaya, Fanagoura ou Dugu, signe qu'une méthode structurée remplace les anciennes attentes prolongées. Le texte décrit cette méthode comme un enchaînement serré. Module préfabriqué, mais en transport rapide, assemblage en 5 jours, scellement final résistant à la chaleur du Sahel, puis vient la montée en puissance. À la mi-août, les marteaux, les grues et les blocs préfabriqués forment une cadence régulière que le récit compare implicitement au battement d'un pays entier. Les équipes tournent jour et nuit, les soldats dorment à côté des chantiers, les femmes cuisinent pour les ouvriers et les enfants transportent parfois de petits seaux de sable. La narration insiste sur cette continuité sensorielle. Chaque lever de soleil ouvre un chantier, chaque coucher de soleil clôt une salle presque terminée. Le moment charnière apparaît au 40e jour lorsque le gouvernement publie les premières images des bâtiments solaires alignés dans les zones rurales. Ce geste médiatique déclenche plusieurs réactions parallèles. Les enseignants se portent volontaires avant même les appels officiels. Les familles déplacées commencent à revenir attirées non par un discours mais par l'existence visible d'un espace sûr et structuré. Les radios locales chantent le surnom qui se répand, Traoré le bâtisseur. Le récit note que cette reconnaissance populaire n'est pas organisée, elle émerge simplement parce que les résultats s'accumulent plus vite que prévu. Le pic narratif arrive autour du 50e et du 80e jour. Le 50e établissement ouvre le 10 septembre en présence de journalistes d'Afrique de l'Ouest, l'un d'eux décrivant la scène comme la reconstruction d'une âme nationale brique par brique. Puis, à l'approche de la fin du délai, les derniers villages participent presque spontanément, cuisine collective, retour de famille, entraide entre équipes locales et militaires. Le texte souligne que ce n'est pas la fin de l'insécurité qui incite ces mouvements, mais la simple présence d'écoles neuves. Perçues comme des points de stabilité, le dénouement survient le 8 novembre 2021. La 100e école, un bâtiment de 3 salles peint aux couleurs nationales, est inaugurée à Yalgo. Un enfant brandit une ardoise qui dit « Merci, Président ». Nous avons un avenir. Cette scène, relayée par de nombreux médias africains, marque la clôture de la séquence, mais aussi l'ouverture d'une idée plus large. Ce qui vient d'être achevé en 100 jours sert désormais de référence pour juger ce que l'on pensait auparavant impossible. L'arc événementiel ainsi tracé offre une lecture simple. Lorsqu'une cadence est tenue, le pays progresse à la même vitesse. L'analyse quantitative du projet scolaire présenté dans le récit s'appuie sur un principe clair, mesurer ce qui change entre un état initial marqué par la lenteur, la dépendance extérieure et l'érosion de la confiance, à qui on peut observer le déplacement progressif vers un modèle d'exécution rapide, autonome et reproductible. Le texte décrit cette transition comme une trajectoire où la vitesse est moins un exploit qu'une conséquence logique d'une méthode structurée et d'un engagement collectif constant.
Pour comprendre cette bascule, 3 indicateurs précis, mentionnés explicitement dans la narration, suffisent à décrire l'ampleur de la transformation sans extrapolation ni ajout. Le premier jalon chiffré est l'objectif devenu résultat. 100 écoles ont été bâties sur une période de 100 jours. Cette donnée illustre comment une limite chronologique stricte peut devenir un moteur collectif décisif. Ce chiffre ne sert pas seulement d'aboutissement, il représente le point de comparaison central entre la situation antérieure où un seul bâtiment demandait jusqu'à 6 mois et l'état nouveau où la préfabrication et la rotation des équipes permettent un avancement régulier. Sur l'échelle du récit, ce passage du singulier au pluriel, du dispersé au systémique, constitue la première mesure du delta méthodologique. Le deuxième indicateur concerne l'ampleur humaine de l'impact. 250 000 enfants disposent désormais d'un lieu d'apprentissage dans les zones rurales concernées. Ce nombre souligne l'effet direct d'une infrastructure construite rapidement mais pensée pour durer. Cette donnée n'est pas présentée dans le récit comme une projection mais comme le résultat visible des salles alignées, éclairées au solaire et immédiatement occupées par des élèves dont certains n'avaient jamais franchi une porte de classe. Le delta ici n'est pas seulement infrastructurel, il est social car chaque bâtiment neuf devient un point de fixation pour des familles revenues après des années d'instabilité. Le troisième repère chiffré renvoie à la mobilisation du travail. 2700 travailleurs ont participé à la mise en œuvre du projet. Ce volume montre la coordination nécessaire pour maintenir un rythme continu sur l'ensemble des sites. Le récit précise la diversité des équipes, ingénieurs, ouvriers, enseignants volontaires, soldats, non pour les distinguer, mais pour décrire la densité d'un dispositif qui n'aurait pas pu fonctionner avec des effectifs fragmentés. Le delta, ici, se situe dans la différence entre un modèle ancien dépendant de prestataires extérieurs et un modèle ancré dans les ressources du pays lui-même. En reliant ces 3 nombres, le texte construit une démonstration implicite. La transformation ne repose ni sur une injection massive de capitaux étrangers, ni sur une technologie inaccessible, mais sur la capacité à déplacer un système d'un mode lent vers un mode continu. Le baseline correspond aux anciennes constructions isolées, lentes, freinées par les reports financiers. Le delta se manifeste dans la simultanéité des chantiers, la répétition des gestes et la présence quotidienne d'équipes locales engagées dans un calendrier resserré. Le récit insiste enfin sur le fait que ces indicateurs ne constituent pas un bilan final, ils structurent plutôt une compréhension nouvelle de ce qu'un État peut accomplir lorsqu'il remplace la gestion des retards par une organisation centrée sur la régularité et la méthode. 2 lectures opposées traversent le récit et méritent d'être présentées dans leur forme la plus solide avant toute mise en perspective. La première, favorable, affirme que la construction accélérée des 100 écoles en 100 jours constitue une démonstration de souveraineté méthodique. Une organisation locale, sans prêts étrangers, capable de mobiliser ingénieurs, soldats et enseignants, peut produire des résultats que des programmes internationaux plus coûteux n'obtiennent pas toujours. Dans cette vision, l'efficacité provient de la préfabrication, de la rotation continue des équipes et de la présence quotidienne de l'État sur des territoires longtemps laissés en marge. Elle voit dans ces écoles non un symbole, mais une preuve mesurable que des infrastructures peuvent transformer directement la dynamique sociale, comme l'indique le retour de familles déplacées ou l'engagement spontané des volontaires. La seconde lecture, critique, insiste sur les limites potentielles. Certains commentateurs européens évoqués dans le récit estiment que des bâtiments construits à grande vitesse pourraient présenter une durabilité incertaine. D'autres suggèrent que cette mobilisation intense ressemble davantage à une opération politique qu'à un modèle reproductible à long terme, craignant que l'euphorie du moment ne masque les difficultés futures de maintenance, de recrutement d'enseignants ou d'intégration dans un cadre éducatif structuré. Cette ligne d'argument ne nie pas les résultats, mais souligne l'absence perçue de partenaires internationaux comme un facteur de risque plutôt qu'un gage d'autonomie. La réponse la plus robuste du récit s'appuie exclusivement sur les faits exposés. Aucun passage ne décrit les bâtiments comme précaires.
Au contraire, la technologie mentionnée, bloc modulaire préfabriqué conçu pour résister 50 ans sous la chaleur sahélienne, oppose directement l'idée de fragilité. De même, les réactions populaires, les retours de famille et la participation active des travailleurs suggèrent que la construction rapide n'a pas entraîné de déconnexion sociale. Enfin, les médias africains, les enseignants volontaires et les enfants présents aux inaugurations sont décrits comme des témoins d'un changement réel plutôt que d'un spectacle. Le Stillman se referme ainsi. Les critiques soulèvent des questions légitimes, mais les éléments fournis par le récit pointent vers une transformation effectivement observable et déjà investie par ceux qui l'utilisent. Un tournant silencieux apparaît. Au milieu du récit, un détail change la portée de tout ce qui précédait. Les familles qui avaient fui l'insécurité ne reviennent pas parce que la situation militaire s'est stabilisée, mais parce que les écoles nouvelles deviennent des points d'ancrage plus fiables que les postes administratifs. Cette inversion du rapport entre sécurité et éducation constitue le véritable pivot narratif. Là où l'on attendait que la paix permette la construction, c'est la construction qui, selon le texte, attire les habitants et recrée un tissu social élémentaire. La présence d'Ibrahim Traoré dans cette phase n'est pas mise en avant par des discours, mais par une logique. Instaurer une infrastructure éducative si visible et si régulière qu'elle modifie les comportements dans les villages. Les travailleurs dorment sur place, les femmes cuisinent pour les équipes, les enfants observent chaque bloc qui s'assemble. Le midpoint révèle alors une dynamique que les observateurs extérieurs n'avaient pas anticipée. La reconstruction n'est plus une réponse à la stabilité, elle devient son précurseur. Cette bascule n'est ni dramatique ni théorique. Elle est décrite comme un changement de gravité qui réoriente la trajectoire du pays autour de salles de classe neuves. Les conséquences concrètes du projet scolaire se déploient en 4 directions distinctes, chacune révélant comment une infrastructure éducative construite rapidement peut modifier les comportements, les attentes et même les équilibres sociaux. Le récit ne cherche pas à exagérer l'impact, mais décrit avec précision les effets visibles dans les communautés, les institutions et les perceptions internationales. À ce stade, la présence d'Ibrahim Traoré devient moins celle d'un décideur individuel que d'un repère autour duquel se réorganisent diverses dynamiques. Pour le premier groupe, concernant les habitants des zones rurales, les nouvelles écoles constituent des lieux de stabilité immédiate. Le texte décrit le retour de familles auparavant déplacées, motivées non par une annonce politique, mais par la visibilité d'espaces sûrs et entretenus. Les enfants fréquentent rapidement ces structures neuves, parfois avant même que le processus de recrutement des enseignants ne soit finalisé. La vie quotidienne commence à se réancrer autour de ces bâtiments qui deviennent à la fois un symbole et un service concret. Pour le deuxième groupe, lié aux activités économiques locales, même si le récit ne mentionne pas directement les entreprises, il montre comment les chantiers se structurent autour de la logistique locale, nourriture préparée par les femmes du village, approvisionnement en sable ou en eau assuré par les habitants, rotation des équipes travaillant jour et nuit. Ces pratiques, bien que modestes, créent un micro-écosystème économique où chaque chantier devient une source temporaire d'activité. À mesure que les écoles sortent de terre, les flux de biens et de services suivent naturellement, renforçant l'intégration des villages au projet national. Pour le troisième groupe, représentant les institutions publiques, pour l'État, l'effet majeur tient au changement de perception et de méthode. La construction de 100 écoles en 100 jours, menée sous le mandat d'Ibrahim Traoré, devient un modèle structurel plutôt qu'un événement isolé. Le texte rapporte que des ministères, agriculture, énergie, éducation, commencent à réorienter leur politique pour intégrer des pratiques dérivées de ce projet, comme l'ajout de fermes pédagogiques ou l'installation prochaine de micro-réseaux solaires. Dans cette dynamique, le pays avance vers une gouvernance qui met la preuve matérielle au cœur de son action. Pour le quatrième groupe portant sur l'image internationale du pays, à l'échelle régionale et internationale, le récit montre une réaction contrastée mais intense. Des médias africains saluent une révolution silencieuse, tandis que certains commentateurs occidentaux expriment scepticisme ou réserve. Des étudiants au Ghana manifestent leur admiration, des analystes à Washington ou Bruxelles tentent de comprendre comment un pays longtemps
présenté comme fragile, a pu dépasser les performances de programmes d'aide traditionnels. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme celui d'un dirigeant qui propose un modèle de souveraineté appliqué plutôt que théorique. L'ensemble de ces groupes révèle une même conclusion implicite. Lorsque l'éducation avance rapidement et de manière visible, elle reconfigure simultanément les comportements sociaux, les dynamiques institutionnelles et la perception extérieure d'un pays. Sur les 6 à 12 prochains mois, le récit permet d'esquisser 3 trajectoires plausibles fondées uniquement sur la dynamique déjà observée. L'une s'appuie sur la continuité, l'autre sur l'expansion et la dernière sur les risques inhérents à un projet dont la vitesse pourrait aussi devenir une contrainte. Ces scénarios n'introduisent aucune donnée nouvelle, ils prolongent les conséquences logiques des comportements, des structures et des réactions déjà décrites dans le texte. Dans un scénario de consolidation tranquille, dans cette version prudente, les 100 écoles achevées deviennent progressivement des centres d'activité régulières. Les élèves s'installent, les enseignants se stabilisent, les familles reviennent par vagues successives, les ministères poursuivent leurs ajustements, fermes pédagogiques, micro-réseaux solaires, sans accélération spectaculaire, mais avec constance. L'effet principal serait une normalisation de ce qui semblait au départ exceptionnel. Les écoles cessent d'être un miracle pour devenir une infrastructure qui respire au rythme des villages. Dans un scénario plus optimiste, dans cette trajectoire, mais les pratiques observées, préfabrication, rotation nocturne, mobilisation locale, inspirent d'autres régions ou d'autres ministères. La coopération entre éducation, agriculture et énergie renforcée dans le récit s'étend à un programme plus vaste, soutenu par l'expérience acquise sur le terrain. Les écoles deviennent alors des plateformes de services et des pôles communautaires, ce qui intensifie les retours de famille et stabilise davantage les zones rurales. Ici, l'élan narratif se transforme en politique structurante. Dans un scénario plus incertain, ce scénario ne vient pas d'un pessimisme extérieur, mais des inquiétudes déjà mentionnées dans certains commentaires européens. Rapidité équivalent possiblement à fragilité, difficulté d'entretien ou d'intégration dans un système éducatif plus large. Si les ressources humaines se dispersent ou si la maintenance n'est pas assurée, le modèle pourrait ralentir, voire perdre son effet d'entraînement. Ce n'est pas une prédiction du récit, mais une prolongation logique des critiques évoquées. Dans tous les cas, la recommandation implicite qui se dégage est simple. Pensez non pas en termes d'ambition brute, mais en termes de régularité, car c'est la cadence et non l'intensité qui a structuré tout ce qui précède. Pour comprendre ce que cette histoire signifie pour le lecteur, il faut revenir à la manière dont le récit décrit l'appropriation progressive des écoles par ceux qui en bénéficient directement. Les familles reviennent parce qu'elles voient un toit, une porte, une salle éclairée. Les enseignants se portent volontaires parce qu'ils reconnaissent dans ces structures un espace où l'apprentissage peut recommencer sans attendre un cadrage lointain. Dans cette perspective, le projet devient moins une prouesse nationale qu'un rappel de ce que les communautés peuvent reconstruire lorsqu'une infrastructure fiable leur est offerte. Pour un lecteur extérieur, 3 angles d'identification apparaissent naturellement. D'abord celui du parent, la scène d'un enfant tenant une ardoise remerciant l'avenir n'appartient pas à un pays particulier, elle appartient à une émotion universelle. Ensuite celui du citoyen, voir un projet avancé par des travailleurs locaux sans dépendance à des financements extérieurs, il résonne avec l'idée que la cohésion se bâtit autour de preuves concrètes plutôt que de discours. Enfin, celui de l'observateur attentif, la transformation d'espaces autrefois abandonnés en lieux lumineux où les élèves écrivent leurs premiers mots témoigne d'une capacité collective à déplacer les lignes, même dans un contexte fragile. Le récit suggère 2 gestes simples pour prolonger cette lecture. Prêter attention dans son propre environnement au lieu où une action modeste pourrait créer un espace d'apprentissage tangible et considérer que la régularité, plus que l'intensité, reste souvent le vecteur le plus fiable pour modifier une trajectoire locale. À travers cette histoire, le lecteur reçoit moins une leçon qu'un miroir. Ce que l'on bâtit, visible, nourrit ce que l'on espère durable. Le récit, sans présenter explicitement un plan officiel, permet néanmoins de dégager une trajectoire plausible fondée sur les comportements et les mécanismes déjà observés. Cette lotrine ne repose pas sur des hypothèses extérieures. Elle prolonge simplement ce que les acteurs ont déjà fait dans les 100 jours décrits.
La présence d'Ibrahim Traoré y apparaît comme un fil conducteur, non par des déclarations, mais par la logique d'une méthode qu'il a installée. Pour l'étape 1, il s'agissait de le texte montre que les premiers volontaires accourent naturellement. Il suffit donc de structurer ces présences pour que chaque école devienne immédiatement fonctionnelle et habitée. Pour l'étape 2, il s'agissait de cette dynamique est déjà présente dans le récit, notamment autour des chantiers. Elle peut être étendue de manière organique. Pour l'étape 3, il s'agissait de le texte mentionne explicitement cette coordination émergente. Elle constitue une continuité crédible. Pour l'étape 4, il s'agissait de la préfabrication et déjà le moteur central. La standardisée permettrait d'assurer la durabilité du modèle. Dans l'ensemble, ce Lotrigne n'ajoute rien au récit, mais en structure l'élan quand chaque buok, juok, jobang, mochi dao roorang, kijao segu juok nip vonjin tao nen tan tu banjao. Dans les derniers instants du récit, l'image qui revient naturellement est celle des ingénieurs et des enseignants décrits plus tôt. Ces figures discrètes qui, dans les premières semaines, guidaient le regard du lecteur vers la logique d'un pays en mouvement. Leur présence au début, un bloc qui s'ajuste, une salle qui prend forme, un volontaire qui s'avance, devient la clé émotionnelle pour comprendre ce que représente l'ensemble des 100 écoles. Le texte montre que cette reconstruction n'est pas née d'un geste solennel, mais d'une répétition patiente, jour après jour, jusqu'à ce que les villages retrouvent un rythme qui leur avait échappé. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme celui qui fixe le tempo initial autour duquel tous les autres peuvent agir. L'émotion vient moins de ses discours que de la scène finale où les enfants occupent les salles neuves, éclairées, ouvertes vers un futur que leurs parents n'osaient plus imaginer. La phrase qui résume cet élan pourrait tenir en quelques mots : ce qui est visible change ce qui est possible. C'est cette clarté qui donne au récit son point d'ancrage, une transformation incarnée non par la promesse, mais par la preuve. Si ce récit retient autant l'attention, c'est parce qu'il montre comment une transformation tangible peut naître d'un geste répété, d'un mur aligné, d'une salle éclairée où un enfant trace ses premières lettres. Les écoles décrites ne sont pas seulement des structures, elles deviennent des repères capables de rassembler, de rappeler ce que des communautés peuvent accomplir lorsqu'elles disposent d'un espace où apprendre, rêver et se projeter. Cette valeur symbolique dépasse les frontières, car elle parle à quiconque a déjà vu une classe se remplir et un avenir s'ouvrir. L'invitation ici n'est donc pas de s'enthousiasmer brièvement, mais de réfléchir à la manière dont chacun, dans son propre environnement, peut contribuer à faire émerger ce type d'espace. Une bibliothèque réouverte, un atelier partagé, une salle qui accueille ceux qui cherchent à progresser. Les histoires ne se transmettent pas seulement pour émouvoir, elles se partagent pour inspirer d'autres points de départ. Alors, si cette trajectoire vous interpelle, prenez un instant pour prolonger la conversation, interrogez ce qu'elle révèle et partagez ce que vous y voyez. Les idées circulent mieux lorsqu'elles voyagent entre ceux qui les lisent.